votre accueil. Conférence de presse de rentrée de créer son école. On tient à faire les conférences de presse dans des écoles parce que ça permet d'illustrer le propos par la réalité. Donc ça fait 2 années de suite qu'on est dans des écoles bilingues. L'année dernière, on était à Concordia, dans le 16e. Et c'est vrai que les écoles bilingues, c'est la grande tendance de l'année, donc ça permet aussi d'illustrer les choses. L'idée, c'est que je vous présente les chiffres de l'année, les statistiques, les tendances. On compte comme l'éducation nationale, c'est-à-dire 1, c'est un niveau. 1 pour maternelle, 1 pour école élémentaire, 1 pour collège, 1 pour lycée. On compte aussi tout petit peu au début du dossier en groupe scolaire, mais sinon on compte par niveau. Et on le fait d'autant plus que comme le président de la République a l'air de vouloir descendre plus bas, toujours plus bas, forcément il y a de plus en plus d'écoles maternelles qui ouvrent, puisque l'obligation est à 3 ans et peut-être, qui sait, à 2 ans si on continue sur ce chemin-là. Donc c'est important de compter les ouvertures de maternelle encore plus qu'avant, puisque ça fait désormais partie du domaine scolaire, ce qui n'était pas le cas avant. Alors, le contexte global, le contexte international, c'est un contexte qui, comme l'année dernière, est celui d'un très fort développement des écoles indépendantes, mais aussi de l'école à la maison, 2 réalités bien différentes. Alors, ce qu'on appelle école indépendante, que ce soit clair, hein, ce sont des écoles privées hors contrat. Vous savez qu'en France, quand vous ouvrez une école, elle est nécessairement hors contrat. Ce n'est pas un choix, c'est une nécessité juridique. Et au bout de 5 ans, théoriquement, vous pouvez demander à passer sous contrat, mais en réalité, il n'y a pas d'argent, pas toujours beaucoup de bonne volonté, et donc vous êtes souvent hors contrat malgré vous. Dans certains cas, les gens veulent rester hors contrat pour avoir des libertés pédagogiques sur le programme, sur le bilinguisme ou sur tel ou tel aspect des choses. Mais dans plein d'autres cas, ils sont hors contrat malgré eux, tout simplement parce que l'État ne veut pas donner plus d'argent au privé et ne veut pas laisser se développer le privé. Il faut bien avoir ça à l'esprit. Donc ce n'est pas un séparatisme idéologico, politique, juridique, non. C'est le fait que le statut est créé comme ça. Quand vous ouvrez hors contrat. Il faut aussi que vous sachiez, bon ça je ne rentre pas trop dans le détail, mais il y a un chiffre qui pourrait vous faire tiquer sinon, que le contrat se passe par classe et non pas par établissement. Donc la plupart des établissements sont mixtes. Ils ont des classes hors contrat et des classes sous contrat. Donc il ne faut pas que vous vous étonniez de ça. Et d'ailleurs, l'État, dans le RERS, qui est son système statistique, compte aussi par classe. Il est capable de dire combien il y a de classes hors contrat en France. Et la plupart des établissements que vous connaissez sous contrat ont une minorité hors contrat. Mais qu'ils ne disent pas parce que les gens n'y comprendraient plus rien, si vous voulez. Ça serait trop compliqué. Voilà. Alors, en France, on a une situation, malheureusement, qui est assez compliquée. C'est que... juridiquement, le cadre pour créer une école, il est clair, il est net. La loi Gatel a en plus reprécisé, il y a eu des instructions assez bien faites. Nous-mêmes, nous publions un guide qui est très acheté par les créateurs d'écoles, mais aussi par l'Éducation nationale, qui s'appelle « Réussir son inspection ». Donc ça explique tout ce qu'il faut respecter, sur quoi on est interrogé, etc. Et néanmoins, c'est assez compliqué d'ouvrir parce qu'il y a une réticence de fond qu'il faut bien reconnaître de la part de l'État. Dans l'idée qui prévaut, l'idéal, c'est l'école publique. Alors bien sûr, il y a des gens qui ne rentrent pas dans les cases, ou bien sûr, il y a quelque chose qui s'appelle la liberté d'enseignement, qui est de valeur constitutionnelle en France. Mais si on pouvait, dans l'idéal, on mettrait tout le monde à l'école publique. Tout le monde partage un peu cet idéal, même à droite. Et néanmoins, il y a une réalité, c'est que l'école publique ne répond pas à tout le monde, à tous les besoins, et en plus, l'école publique va très mal. Donc on a d'un côté un président de la République qui, il y a 1 an, a dit que l'école publique va très mal, et de notre côté, on a une politique pratique d'encadrement des créations d'écoles qui est très restrictive. Le cadre en tant que tel permet d'ouvrir, mais après, il y a l'interprétation du cadre. Aujourd'hui, vous constatez, par exemple, que pour ouvrir une école religieuse, c'est très compliqué. Cette année, vous verrez dans les statistiques, pour ce qui est des musulmans, on a comptabilisé une école. C'est-à-dire que toutes les autres ont été bloquées à la naissance. Il n'y en aurait pas eu des milliards, mais il y en aurait bien eu une petite dizaine. Elles ont toutes été tuées dans l'œuf. S'agissant des écoles religieuses, il y a désormais cette idée de séparatisme, c'est-à-dire qu'on va reprocher à une école, finalement, de développer une certaine vision du monde qui ne serait pas la vision du monde qui prévaut dans un établissement public, et donc, quelque part, qui encouragerait une sorte de séparatisme, enfin de communautés différentes avec leurs propres valeurs, qui peut-être ne se jugeraient pas aussi bien les uns que les autres. Donc cette vision des différences vues comme une opposition au cadre républicain, au vivre ensemble, crée globalement une culture qui est une culture d'une vive réticence à l'égard des créations d'écoles. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? L'année dernière, il y a eu 172 ouvertures.
Et cette année, on en décompte 108. C'est donc, la croissance reste forte, mais moindre, c'est le moins qu'on puisse dire. Et elle est moindre c'est d'autant plus inquiétant que les fermetures d'écoles sont importantes cette année. Alors il faut reconnaître que c'est la première fois qu'on trouve des statistiques dessus. Donc en fait, on a un peu du mal à comparer avec ce qui aurait pu être avant. Mais nous, on avait plutôt tendance à compter en rythme naturel à peu près 8 par an. Pendant le Covid, c'est monté à 15. L'année dernière, ça a vraiment été beaucoup, c'était une vingtaine. Et là, on est à 66 fermetures. Donc c'est considérable. Il y a des écoles qui ont été fermées, Manu Militari, administrativement, parce que le socle commun n'était pas respecté, parce que, etc. Et d'autres qui sont mortes pour plusieurs raisons. D'abord, la crise numéro 1, c'est le pouvoir d'achat. Les familles n'arrivent plus à suivre. Et surtout, il y a eu énormément de morts liées au bac. Le bac Blanquer rend... alors, je ne sais pas si vous êtes au fait de la manière dont passe le bac dans le hors-contrat. Donc, dans le hors-contrat, vous n'avez pas droit au point au contrôle continu. Donc, vous passez tout en contrôle terminal. Ça veut dire très pratiquement que quand les autres passent 6 épreuves et le reste en contrôle continu, eh bien, vous passez 20 épreuves et rien en contrôle continu. Donc, évidemment, les parents se disent « Ah, moi, j'aime bien que mon enfant travaille, mais il y a quand même des limites. S'il faut passer 20 épreuves pour avoir le même bac et personne ne se rend compte de la difficulté, c'est quand même un petit peu particulier. » Et donc, il y a énormément d'établissements qui sont morts, faillites, parce que c'était vraiment trop difficile de présenter le bac dans des conditions pareilles. Alors, c'est dommage parce que beaucoup d'enfants apprenaient réellement, consolider leurs connaissances grâce à ces fameuses boîtes à bac in extremis, mais quand même, ils apprenaient quelque chose. Et là, bon, en général, ils se laissent vivoter dans l'école publique. Et j'ai envie de dire qu'à l'ancienneté, ils finissent par décrocher leur bac. Donc, à mon avis, on y perd. Même un établissement comme Diagonale, qui est un établissement qui est très coté, qui est très couru, eh bien, le directeur, Michel Naniche, m'a dit qu'il y a une baisse d'effectifs. C'est-à-dire qu'en fait, les gens sont gênés à cause du contrôle continu. Ils trouvent ça injuste. Surtout qu'à Diagonale, il y a beaucoup d'élèves qui pratiquent du sport à haut niveau. Vous savez, le système de Diagonale, c'est le matin cours et l'après-midi études, et surtout, tout est organisé pour faire des compétitions de haut niveau. C'est là que vous trouvez la plupart des jeunes champions qui se présentent aux Jeux Olympiques. Eh bien, le problème, si vous voulez, c'est qu'il n'y a pas du tout de souplesse pour le bac. Si vous êtes convoqué à une date et que vous avez une compétition à ce jour-là, eh bien, le rectorat dit très bien, vous repassez tout en septembre. Donc, si vous voulez, un jeune sportif, s'il doit tout se retrouver à passer en septembre pour valider son bac, c'est quand même un peu beaucoup, alors que ça fait vraiment partie de ses études de faire des compétitions. Donc, on est dans un contexte où on a vraiment le sentiment que la lutte anti-séparatisme et anti-islamisme, en fait, se traduit par un écrasement de la liberté scolaire et une oppression de la diversité pédagogique qui, à mon avis, est contre-productive pour la nation elle-même, parce qu'il y a toutes sortes d'enfants qui ont besoin d'autre chose que le moule habituel. Donc ça interroge un petit peu sur l'adéquation de la politique à son objectif. Alors, les chiffres de la rentrée. D'abord, vous voyez que vous avez des écoles, ça ce ne sont que les écoles qui sont créées cette année, vous voyez que vous avez des écoles partout en France, bon, toujours plus en région parisienne bien sûr, mais vous en avez partout, France métropolitaine et Outre-mer. 108 ouvertures, vous voyez que vous avez des ouvertures qui sont à partir de rien, et puis vous avez des ouvertures qui sont des groupes scolaires qui se développent en créant par exemple un collège, conseil d'école primaire. Donc vous avez 75% complètement nouveaux et 35% donc qui sont des ouvertures de nouveaux cycles par rapport à une école déjà existante. Vous avez la croissance des écoles et vous voyez bien qu'on a un problème, et l'année dernière en même temps on avait un pic particulièrement important. L'année dernière on a eu beaucoup de micro-écoles qui se sont créées par rapport à l'interdiction de l'instruction en famille. Cette année, c'est un peu moins le cas parce que ceux qui devaient prendre ce choix-là l'ont déjà fait l'année dernière, mais l'année prochaine ça devrait être encore le cas parce que c'est la fin de la période de transition. Et comme la plupart des autorisations d'instruction en famille sont refusées, en tout cas dans certaines académies, eh bien, ça va créer mécaniquement une création de toutes petites écoles. Au niveau des établissements, ce qu'il faut retenir, c'est que, bon, bien sûr, il y a toujours plus d'écoles maternelles et primaires qui se créent que de secondaires. D'abord parce que le secondaire, c'est compliqué vraiment à créer, c'est cher, il faut beaucoup de professeurs, etc. Mais ce qu'on voit surtout, c'est qu'il y a une vraie demande de secondaire. On voit d'ailleurs qu'il y a pas mal de création de collèges, alors que le collège, ça reste compliqué.
Mais par contre, le mouvement est cassé au niveau des lycées. Parce que le bac est tellement désastreux que ça a cassé la croissance des lycées. L'année dernière, il y a eu 10% des créations qui étaient des lycées. Cette année, il n'y a que 5%. Si on n'était pas gêné par cet état d'esprit de l'État sur le lycée, on aurait 15% de lycées à peu près dans les créations. S'agissant des pédagogies, c'est assez stable. C'est-à-dire que les pédagogies alternatives, soit c'est Steiner, mais il n'y en a pas cette année, et souvent c'est un mélange de Freinet, de Crowley, Piaget, Montessori. Aujourd'hui, les gens sont pour un mélange. Alors, moi, je trouve que le mélange n'est pas toujours très maîtrisé, mais c'est la tendance. Ils prennent un peu à l'un, un peu à l'autre, ils font une lecture, ils découvrent une chose, ils découvrent l'école dans la forêt, ils trouvent que c'est intéressant, ils s'intéressent au modèle nordique et ils font leur mix. Donc ces mix sont assez évolutifs en fonction des personnes évidemment, en fonction du directeur, mais c'est intéressant. Ça veut dire aussi que les gens cherchent moins une logique de label. Peut-être aussi parce qu'ils ont compris que derrière des labels, il n'y a pas non plus une certitude totale de qualité. Notamment, on a le problème avec Montessori. Montessori, il y a des écoles extraordinaires et puis il y a des écoles qui sont assez moyennes, tout simplement parce qu'il n'y a pas de label Montessori. N'importe qui peut se déclarer Montessori. Alors ça fait partie des sujets sur lesquels travaillent pas mal de gens, essayer de labelliser, clarifier l'offre Montessori. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais par exemple cet été, il y a eu énormément d'articles négatifs sur Montessori, ce qui est assez nouveau, mais c'est aussi parce que ça se développe beaucoup et qu'il y a de très bonnes écoles, mais il y a aussi des écoles moyennes et surtout il y a une pénurie d'éducateurs Montessori par rapport à la demande. Voilà. Le classique tient relativement bien la rampe. En fait, les gens cherchent une école publique qui marche. Il n'y a plus d'école publique qui marche avec des domaines assez classiques, ils la cherchent dans le privé. Et on remarque du côté Steiner, côté démocratique, calme plat cette année. Apparemment, il n'y a pas de création. Alors là, on fait quelque chose d'un peu plus fin. On regarde au sein des différentes créations les spécificités linguistiques, c'est-à-dire les écoles bilingues, éventuellement régionalistes, mais surtout internationales. L'école qui ont un fort ancrage à la nature, alors ça peut être des écoles qui ont une ferme, des écoles qui font une partie de l'enseignement en forêt, dans les bois, c'est des écoles qui passent beaucoup de temps dehors, beaucoup plus qu'une école classique, et des écoles à public spécifique, alors ça peut être un handicap, des 10, des handicapés, ça peut être aussi des gens qui ont, par exemple, des gens qui ont été harcelés, ou des phobiques, ou des gens qui sortent d'une maladie, donc là pour le coup c'est conçu pour accompagner un profil d'élève. Et on vous a fait aussi une déclinaison pour que vous vous rendiez bien compte que, bon, bien sûr, on va trouver par exemple dans l'ancrage à la nature surtout des écoles alternatives, mais on trouve aussi, mine de rien, d'autres écoles. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un mix aujourd'hui de préoccupations, y compris par rapport aux différentes pédagogies. Ce qui est le plus intéressant, c'est de voir que l'ancrage dans la nature rentre vraiment dans les mœurs. Et puis les langues, alors je ne sais pas si c'est très bon signe pour notre pays, mais enfin je pense que beaucoup de gens se disent peut-être que ça serait intelligent qu'un enfant puisse continuer ses études à l'étranger. Donc ils anticipent et ils font en sorte qu'il soit effectivement capable d'être vraiment bilingue. Donc la demande de bilinguisme est très forte. La plupart des gens pensent que les écoles privées indépendantes sont religieuses, sont d'abord confessionnelles. Alors c'est plus qu'une légende urbaine, c'est carrément faux. En stock, c'est faux, et en flux, c'est faux. Et c'est de plus en plus faux. C'est-à-dire qu'en fait, les écoles sont d'abord des écoles aconfessionnelles ou laïques, 84%, on ne peut pas faire plus. L'année dernière, c'était 79%, donc ça se renforce encore. Et on voit aussi qu'il y a eu un tir de barrage sur les écoles musulmanes. Et d'une manière générale, bon, les écoles catholiques, il n'y en a pas beaucoup. Il faut dire que l'Église catholique n'est pas très encourageante pour les créations d'écoles d'esprit catholique. Elle se crée, mais sans beaucoup d'aide. Et souvent, elle se crée plus en se déclarant comme non confessionnelle qu'autre chose. On a quand même une politique de contrainte et de suspicion à l'égard des écoles indépendantes en raison de l'enjeu de séparatisme religieux. Et on a une réalité qui fait que c'est epsilonesque. Alors, implantation géographique, ça c'est un point qui est important. Vous voyez en fait que la ruralité est très présente. Vous avez 48% des ouvertures dans des bourgs de moins 5000 habitants. Donc ça, c'est vraiment le post-Covid. C'est un désir de s'installer à la campagne, d'avoir un mode de vie avec du télétravail, avec consommation au circuit court, on peut consacrer plus de temps à ses enfants, etc. Et vous voyez même qu'entre 5000 et 2000, vous avez 21%. Donc ça veut dire aussi que il y a beaucoup de gens qui font ce choix dans des petites villes, et aussi peut-être parce qu'ils ne trouvent pas assez de choix ou assez de qualité
dans les petites villes, et donc ils ont plus tendance à franchir le pas. Alors, ça, c'est un point que je voulais souligner. Souvent, les détracteurs des écoles indépendantes disent « Ah, mais c'est une perspective lucrative, ça sert à faire de l'argent, quand même, l'école, c'est pas fait pour faire de l'argent. » Alors, il faut déjà voir qu'il y a 77% des écoles qui sont créées sous forme associative. Et ensuite, il faut aussi se rendre compte que les écoles qui choisissent la forme de société, 23%, c'est rarement pour faire de l'argent. Parce qu'il faut bien voir que le secteur primaire et secondaire, c'est un secteur à très petite marge. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il n'est pas consolidé. Vous avez remarqué que le supérieur a été largement bouffé par des fonds de pension, par des grands groupes, mais pas le primaire et le secondaire. Pourquoi? Parce que la marge y est petite. C'est difficile de gagner de l'argent. Donc en fait, si les gens choisissent des sociétés de plus en plus, c'est pour des raisons de gouvernance. C'est-à-dire qu'en fait, c'est trop compliqué de gérer les révolutions de palais, la vie associative dans le contexte réduit d'une école est une chose éprouvante. Et donc, beaucoup de gens qui investissent disent « j'ai mis de l'argent, j'ai mis du temps, j'ai passé ma baraque, j'ai tout fait, donc je veux contrôler le dispositif, donc je fais une petite SAS ». Mais ce n'est pas une perspective lucrative, c'est une perspective d'éviter de s'épuiser à des réalités qui ne paraissent peut-être pas centrales. C'est intéressant de voir, alors c'est un élément de contexte, mais cette année, apparemment, au niveau des choix post-bac, il y a eu plus de 50% des élèves qui sont allés dans le privé. Ça, c'est inédit. C'est-à-dire que par Parcoursup ou pas par Parcoursup, peu importe, ils ont fait le choix d'aller dans le privé après le bac. Donc le privé, d'une manière générale, rentre dans les mœurs. La demande d'écoles indépendantes est de plus en plus forte et de plus en plus banalisée. Au début, ça paraissait comme une chose connue d'une minorité d'initiés. Maintenant, c'est quelque chose auquel tout le monde pense. Montessori a beaucoup joué à cet égard. Beaucoup de gens se sont dit c'est une autre manière, l'enfant prend le temps, il y a une dimension sensible, etc. Donc ça a beaucoup contribué à intéresser les gens à l'altérité. Il y a aussi une autre chose qui a énormément joué, c'est le fait de partir à l'étranger. Lorsque vous avez été expatrié, ce qui est par exemple mon cas, c'est impossible et insupportable de remettre ses enfants dans un système français. Le choc est vraiment pas possible. Alors ça vaudrait la peine de s'intéresser aussi aux écoles françaises à l'étranger, parce que beaucoup de gens seraient intéressés à avoir des écoles en fait, qui soient bilingues, plus une orientation pédagogique intéressante, de manière à pouvoir ensuite, conscient du réseau existant à l'étranger, faire ce type de choix aussi à l'étranger. Si vous demandez au ministère des Affaires étrangères, qui est mon ministère d'origine, d'avoir la liste des écoles de la DFAE, vous les avez. La mission laïque, c'est déjà plus compliqué. Et des écoles françaises à l'étranger non homologuées, là, vous avez une fin de non-recevoir. Alors que ça fait partie du rayonnement de la France de manière évidente. Et que ça permettrait ensuite de faciliter les va-et-vient, justement, d'expatriés français ou d'expatriés internationaux qui reviendraient en France. Mais c'est dogmatique. Alors qu'en Grande-Bretagne, le nombre d'écoles privées rattachées ou pas au système de Cambridge est considérable à l'étranger, et donc ça fait une force. C'est-à-dire que cette population fait ses études dans le monde entier, puis revient en Grande-Bretagne, puis repart. Mais il y a quand même aussi un certain nombre de défis qui se posent, qui sont quand même problématiques et un peu dissuasifs pour les gens qui veulent créer des écoles. La première chose, c'est que beaucoup d'enfants, alors je parle d'un problème qui est permanent, c'est celui du traitement des enfants qui ont un handicap. En France, on parle beaucoup de ce sujet, et théoriquement, l'école est supposée être inclusive, mais en réalité, elle n'est pas tant que ça, et beaucoup d'enfants arrivent dans les écoles indépendantes. Et quand ils arrivent dans les écoles indépendantes, ils sont accueillis en général à bras ouverts, mais lorsqu'ils ont besoin d'une AVS, AESH, dans ce cas, l'État leur dit c'est à votre charge, ça ne sera pas pris en charge sur fonds publics. Donc on a aujourd'hui une situation très bizarre où énormément d'enfants handicapés arrivent dans les écoles indépendantes, mais ce faisant, ils perdent leur droit à financement des AVS, AESH par l'État. Donc ça reste un problème de fond qui complique la vie et qui est vécu comme une forte injustice et qu'on essaie de lever. Donc c'est important qu'on puisse sensibiliser les médias à ce problème. Et ça perturbe la croissance de pas mal d'établissements. La deuxième chose aussi qui paraît importante, c'est qu'on a un certain nombre d'incertitudes juridiques qui compliquent les choses. Depuis la loi, depuis 2021, vous pouvez fermer une école
par voie purement administrative. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une inspection qui vient, il y a des choses qui sont supposées ne pas aller, il y a une mise en demeure, et si, avec un délai, l'inspection revient, et si ce n'est pas réglé, l'école est fermée. L'école est fermée et les enfants sont incités à aller être scolarisés dans une école publique ou une école privée sous contrat, ou une autre école hors contrat. Et en réalité, quand ça se passe comme ça, l'école ferme, les familles trouvent des solutions, et si ensuite l'école va devant le juge pour demander, pour contester cette décision et faire valoir leurs droits, et si l'école obtient gain de cause, en réalité, c'est trop tard, parce que l'école est morte. Vous n'avez pas récupéré les gens qui ont tous trouvé des solutions, qui auraient été échaudés par cette affaire, qui ont vécu dans un psychodrame pendant des mois. Donc en fait, le système qui a été mis en place est un système qui peut tuer n'importe quelle école très facilement. Il suffit de dire, bon, ça ne va pas, pof, et on ferme. Et à partir de là, la charge de la preuve est du côté de l'école. Alors qu'avant, c'était le contraire. C'est-à-dire qu'en fait, il fallait prouver qu'il y avait un problème devant le juge. Et si le problème devant le juge était considéré comme concluant, alors on fermait l'école. Alors là, le contexte global est extraordinairement difficile. À ça s'ajoutent des zones d'ombre qui compliquent la donne. Et parmi les zones d'ombre, il y a une zone d'ombre particulière qui est autour de la question de l'accueil des enfants qui sont en IEF. Vous savez qu'il y a des enfants qui sont en instruction à domicile. Et dans pas mal de pays, notamment aux États-Unis, on cherche à sociabiliser les enfants qui font l'école à la maison. On leur permet d'aller dans des écoles publiques pour faire du debating, pour faire du sport, de la chimie, pour aller à des fêtes, ou pourquoi pas pour aller dans une matière en particulier. On les fait payer au prorata de ce qu'ils consomment, entre guillemets, d'école publique. Et le but, c'est de sociabiliser et d'éviter une sorte de séparatisme, pour le coup, entre des communautés différentes. En France, on n'a pas du tout cette logique-là. C'est « Ah bon, tu voulais plus de l'école publique, eh ben, tu ne mets plus les pieds. Et pas question que tu fasses quoi que ce soit dans l'école publique. » Et donc, en fait, ces enfants-là, ils sont dans des circuits parallèles, forcément, puisque l'école publique ne veut pas d'eux. Et donc, certains, voyant bien qu'ils ont besoin de sociabilisation, puis ils ont besoin aussi de faire des choses... Enfin, c'est difficile de faire du théâtre tout seul, vous voyez, c'est difficile de faire des langues tout seul, c'est difficile de faire un voyage scolaire tout seul. Bon, il y a des choses comme ça, Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils contactent des écoles du coup privées hors contrat en leur demandant de pouvoir être intégrés partiellement dans ces écoles. Par exemple, pour certaines activités, certaines heures, certains jours. Bon. Et les écoles disent bah oui, pourquoi pas, simplement on va faire un contrat en disant que c'est un contrat de sociabilisation, ce n'est pas un contrat de scolarisation. Ça veut dire que quand vous êtes inspecté au titre de l'école à la maison, sous ce régime-là, et vous avez des activités diverses dont nous faisons partie. Mais nous ne sommes pas ceux qui sommes responsables de votre instruction au sens scolaire du terme. Alors, on fait ce type de discussion, de ce type de papier, de formalisation. Mais quand il y a des inspecteurs qui viennent, c'est au cas par cas. Il y a des inspecteurs qui disent « Ah non, mais qu'est-ce que c'est cette histoire? C'est une sorte d'élève clandestin. Qu'est-ce qu'il fait dans cette école ?» Vous voyez ? Donc, en fait, ça n'a pas été tranché. On ne voit pas pourquoi ça serait interdit. Ça paraît un peu étroit du bonnet de raisonner comme ça. Mais ce type d'incertitude, en fait, fragilise énormément à la fois ceux qui font l'école à la maison parce qu'ils ne savent pas si en cours va considérer qu'ils ne respectent pas la règle du jeu et que du coup ils vont se voir interdits de ce droit, mais aussi ceux qui font l'école hors contrat parce qu'ils se disent « moi je veux bien accueillir des gens pour leur sociabilisation et puis ça me fait aussi des rentrées financières accessoirement en plus, mais si c'est pour me faire fermer l'école, non. » Voilà. Et c'est ce type d'incertitude crée une espèce d'anxiété permanente, de même que l'instabilité des règles, notamment sur le bac. Sur le bac, toutes ces dernières années, on a su comment on allait passer le bac à peu près un mois avant la date du bac. Là, l'année dernière, au milieu de l'année, ils ont changé le programme en disant que non, finalement, le programme, il n'était plus sur l'année terminale, mais il était sur première terminale pour passer certaines matières en terminale. Et puis après, jusqu'au dernier moment, ils ont changé les choses, ce qui fait que les élèves sont arrivés assez angoissés et les examinateurs n'avaient aucune idée, en gros, ce qu'ils devaient contrôler. Donc ça a été une désorganisation épouvantable et ça a conduit Création École à accompagner un certain nombre de parents d'élèves en justice. Donc là, on est en train de préparer des recours pour pointer du doigt la désorganisation extrême et parfois, c'est vraiment de la mauvaise volonté ou de la légèreté, notamment
à l'égard des enfants handicapés qui passent le bac dans leur contrat, et c'est le seul endroit où ils peuvent le passer, parce qu'en général, le système public ou sous contrat n'est pas équipé pour accompagner ces élèves. Donc vous avez des élèves qui n'ont pas d'autre solution, qui se retrouvent dans leur contrat. Déjà, on leur dit, vous n'aurez pas 6 épreuves à passer sur 2 ans comme tout le monde, vous en aurez 20. Et en plus de ça, quand ils arrivent, ils sont malmenés, les professeurs ne sont pas au courant, et puis on se retrouve dans des situations où, par exemple, ils n'ont pas droit à leur adaptation. Par exemple, les caractères plus gros, ou le fait de lire le sujet par l'examinateur, ou le fait d'avoir un secrétaire à côté pour certaines épreuves. Tout ça, c'est organisé et c'est donné par le SIEC après l'avis du médecin concerné. Et néanmoins, ce n'est pas respecté. Donc tout ça, vous voyez, c'est un climat général qui fait que ce n'est pas facile. Ça nuit au niveau lycée. Globalement, les incertitudes nuisent essentiellement au niveau primaire. Et plus largement, depuis qu'il y a eu ce débat sur le séparatisme, il y a une ambiance un petit peu de suspicion qui fait que beaucoup d'inspections sont à charge. Et on assiste notamment à des inspections avec des propos qui sont étonnants. Je vous donne un cas précis. Beaucoup d'écoles ont été choquées par le fait que les élèves étaient pris à part pour leur poser des questions et non pas devant le professeur. Donc on a posé une question au gouvernement et le gouvernement avait dit à l'époque il est déconseillé aux inspecteurs de prendre à part les élèves, il vaut mieux poser les questions devant les autres. Il est déconseillé, ça ne veut pas dire que c'est interdit. Donc en pratique, ça se produit souvent. Et les questions qui sont posées aux élèves, surtout quand ils sont petits, mais plus largement, c'est des questions qui souvent relèvent de la sphère privée. Par exemple, il y aura des questions qui vont être posées sur est-ce que vous accédez aux ordinateurs chez vous, chez vos parents? Est-ce qu'ils vous privent d'ordinateurs? Est-ce que... alors ça, c'est la question, une suspicion comme quoi il serait une sorte de séparatisme numérique. Donc les enfants du hors-contrat seraient privés de numérique chez eux, alors qu'en fait, ça ne relève quand même pas du contrôle. Et puis aujourd'hui, on voit bien que le numérique, ça mérite d'être géré de manière assez ferme, quelles que soient les options qu'on prend. Donc j'ai envie de dire, si on savait exactement ce qu'il faut faire avec le numérique, si on était sûr que le tout numérique, c'était le bonheur absolu, bon, on le saurait. Donc en fait, il y a des questions là-dessus. Et il y a aussi des questions de plus en plus fréquentes sur la sexualité des enfants. Alors, heureusement, ce n'est pas sur la sexualité des parents, vous me direz, mais il y a des questions sur la sexualité des enfants. Alors on ne voit pas trop le rapport avec la choucroute, mais l'idée, c'est toujours vérifier qu'il n'y a pas une sorte de bizarrerie, de dérive amiche, si vous voulez, de ces écoles. Alors ils seraient tout seuls dans le noir chez eux, pas de sexualité, pas d'écran, pas de nourriture, donc je ne sais pas. Mais il y a cette vision un peu fantasmagorique lors des inspections. Et ça donne aux enfants une impression qui est très négative, une impression que l'État pense que leurs parents et leurs professeurs sont des gens bizarres et limite dangereux, qu'il faut les surveiller de près parce qu'on ne sait pas trop ce qu'ils préfèrent. Et donc, vous voyez, ça crée un contexte qui est quand même pas un contexte de confiance, pas un contexte de collaboration ouverte. Donc, quand vous prenez 1-2 inspections comme ça, forcément, quand vous savez que vous allez être inspecté, vous êtes quand même dans une logique de réticence, vous n'êtes pas à l'aise, vous vous demandez ce qui va se passer, et c'est un engrenage. Alors que ça serait intéressant que lors des inspections, les professeurs puissent poser des questions, demander des conseils aux inspecteurs en disant « vous qui avez de l'expérience, j'ai tel sujet, comment vous le feriez ?» Et on n'est pas du tout dans cette logique-là, on est plutôt dans une logique à se demander s'ils ne vont pas nous fermer. Et parfois pour des choses difficiles à comprendre. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc moi, en titre de conclusion, je pense que plus que jamais, notre société a besoin d'écoles indépendantes parce que c'est la forme de l'innovation, c'est le lieu de l'innovation. Souvent, on dit une chose, on dit notre société doit innover, c'est l'économie de la connaissance, parce que sinon, dans la concurrence internationale, en réalité, on ne tiendra pas le choc. Peut-être, mais les lieux où on essaie d'innover, ils sont considérés comme suspects. Ils sont ultra contrôlés. Et il y a quelque chose de paradoxal, parce qu'évidemment qu'il faut innover. Évidemment que c'est normal qu'il y a des gens qui créent des écoles. Évidemment que la société civile, elle doit s'impliquer là-dedans. Donc je pense que c'est vraiment assez contradictoire. Et ça marque plutôt une société marquée par la peur. On devrait être friand d'innovation avec bien sûr des contrôles, avec bien sûr non seulement des contrôles, mais aussi des évaluations, des visites, des inspections, pour essayer de partager les bonnes pratiques. Et trop souvent, on est dans une logique de peur de la différence.